et parcours les alentours pour vous parler ce qui vous entoure. Pas besoin de vous déplacer, car je vais rapporter toutes les informations directes dans vos salons. Et direct, pas indiscret, déterminé, impliqué, persévérant et accueillant, mais surtout curieuse pour vous. Cette semaine à Curieuse pour vous, on a un beau menu. On a vu le cinéma américain et européen le mois passé, mais ce mois-ci, on va voir les petits chefs-d'œuvre cinématographiques du cinéma québécois. Je vais vous faire découvrir l'ensemble de l'univers du cinéma d'ici. Je vais vous dire rapido presto d'où vient le cinéma. Ensuite, un classique à voir. Bien sûr, je vais vous parler d'un film qui a marqué le Québec. Je vais vous présenter un livre qui résume bien notre cinéma, mais en images. Comme on le dit, une image vaut 1000 mots. Je vais terminer, comme à chaque semaine, avec une entrevue avec une personne comme vous et moi qui va nous raconter son parcours. Cette semaine, je commence l'émission avec la capsule d'hier à aujourd'hui. Ça va vous permettre de mieux comprendre l'univers du 7e art. Je rendrai l'histoire intéressante. Je vous dirai rapido presto tout ce que vous devez savoir d'important sur l'histoire du cinéma québécois. En 1896 a eu lieu le premier événement marquant pour le cinéma canadien. Et oui, la première projection. Elle a eu lieu grâce à deux hommes ingénieux, Louis Pupier et Louis Minier. Ces deux hommes étaient incroyables. Cet événement a eu lieu au Café-Concert sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. À cette époque, les budgets étaient médiocres. C'est pour cette raison que la représentation avait lieu dans un petit café. Plus tard, en 1906, la première salle de cinéma permanente au Québec voit le jour. Elle se nommait le Ouimetoscope. Les billets pour assister à une représentation variaient entre 10 cents et 30 cents. La raison est simple. La personne qui a inventé cette salle de cinéma voulait que toutes les classes sociales puissent assister à une représentation, autant les riches que les pauvres. En 1912, le premier film de fiction québécois est produit. Malheureusement, il n'a pas été produit par un Québécois, ni même un Canadien, mais par un Américain, Frank Beresford. Le film se nomme Dollars des Ormeaux. On peut donc observer que l'industrie du cinéma québécois n'a pas encore pris son envol. Les capitaux manquent pour les productions maison. Des fonds étrangers sont nécessaires. Les films faits au Canada et au Québec par les Américains sont encore sur l'influence de nos films aujourd'hui. Par exemple, Bon Cop, Bad Cop, qui a les effets spéciaux et la finale d'un film typique américain, ou bien tous les films de Denis Arcand qui s'inspirent des films américains. Le premier film de fiction québécois voit le jour en 1925. Et ce film est réalisé par un Québécois, un vrai, Joseph Arthur Aumier. Le film s'intitulait aux gens. D'ailleurs, la faiblesse du système de distribution à cette époque aura pour conséquence de décourager certains créateurs, comme notre cher Joseph Arthur Aumier, puisqu'il ne réussira pas à générer beaucoup de profits. Puis, la naissance de l'Office national du film rend le cinéma québécois plus officiel. L'équivalent au Québec, Service de cinéphotographie, SPC. Grâce à ces deux organismes, le Québec aura ses premiers budgets. Le Québec a connu un coup d'envoi avec le documentaire Les Racketteurs, qui a été diffusé à l'Université de Californie. Les Racketteurs est du cinéma direct. Notre cinéma se faisait enfin connaître en dehors de nos frontières, ce qui est très bon pour nous, nos budgets et nos futurs projets avec d'autres pays. En 1963, la création de la Cinémathèque québécoise.
C'est un monument tellement important dans notre histoire que je vais vous en parler plus en détail après la pause. Maintenant, les années 70. Elles sont fructueuses pour notre cinéma. Le film Deux femmes en or de Claude Fournier a été visionné par 2 millions de spectateurs, ce qui fait de cette œuvre le plus grand succès commercial. On peut comprendre que les moyens de production et de diffusion se développent beaucoup au Québec, dans les foulées de la Révolution tranquille. D'ailleurs, les thèmes moins historiques et ruraux deviennent plus citadins et libérés sexuellement. On peut le voir dans le film avec les deux actrices qui se dénudent. C'était en 1970. Ces succès au box-office des dernières années démontrent aussi que maintenant le cinéma québécois réussit si bien financièrement son cinéma qu'il est capable de s'attaquer à des films de facture hollywoodienne avec des gros budgets et des grosses techniques. Bref, notre cinéma est grandissant. Je vous conseille personnellement de regarder un film d'ici. Vous allez voir, on a beaucoup de talent. Cette semaine, dans la capsule Un brin de théorie, je vous parlerai d'un monument important dans l'histoire du cinéma d'ici. Et oui, il s'agit de la Cinémathèque québécoise, le musée de notre cinéma national. Pour vous situer un peu, ce monument a été construit en 1922. Il était à l'origine une institution d'enseignement, l'école Jeanne-Mance. La Cinémathèque est encore reconnue aujourd'hui sous ce nom. Elle se situe sur la rue Maisonneuve, au cœur du quartier latin, tout près de l'Université du Québec à Montréal. C'est M. Irénée Vautrin qui est l'architecte de cet édifice patrimonial. Et c'est lui aussi qui a créé l'éclairage nocturne. L'architecture a d'ailleurs gagné 2 prix. Un en 1997 pour la meilleure architecture institutionnelle et l'autre en 1999 la médaille du gouverneur général. La Cinémathèque a été créée en 1963 par Guy Côté, un grand homme passionné par le cinéma d'ici. Il est le premier à avoir eu l'initiative d'inventer ce musée, mais il a été aidé de plusieurs de ses amis cinéphiles tels que Jacques Giraldo, Roch Demers et Guy Camot. Maintenant, le but ultime de la Cinémathèque, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois et canadien, en plus des œuvres d'animation et internationales. Tout ça pour mettre en valeur notre culture de manière éducative. Par patrimoine, on entend l'œuvre dans son intégralité, la sauvegarde des documents originaux du Québec, tels que des scénarios, des affiches, des costumes, etc., ainsi que la conservation de toutes les technologies touchant l'art cinématographique. Par exemple, une collection de caméras ou d'appareils photographiques qui témoignent l'évolution du 7e art depuis sa création. On conserve aussi toute l'histoire et le contexte artistique, esthétique, économique, technique et sociologique de création de chacune des œuvres afin de les expliquer au public. Enfin, en plus d'avoir sa mission de base, la Cinémathèque est aussi un grand lieu de rencontre pour tous les passionnés du 7e art, autant les professionnels que les amateurs. Grâce à ces expositions, ces conférences ou ces festivals, les gens peuvent partager leur point de vue sur le cinéma. Si vous êtes intéressé, actuellement, il y a une exposition sur la magie des effets spéciaux pour tous et c'est gratuit. Ça va bientôt faire 50 ans que la Cinémathèque collectionne les œuvres d'ici et d'ailleurs, ce qui fait en sorte qu'elle a accumulé un nombre incroyable d'œuvres cinématographiques, vidéographiques, télévisuelles et des nouveaux médias. Mais qu'est-ce qu'on entend par chiffre incroyable? C'est simple, ça donne quelque chose comme ça. 40 000 films et vidéos, 30 000 émissions de télévision, 28 000 affiches, 600 000 photos, 2 000 appareils anciens, 15 000 scénarios et documents de production, 45 000 livres, 3 000 titres de revues. Ça fait beaucoup pour un musée.
Malheureusement, la Cinémathèque a besoin de beaucoup d'argent pour que sa mission soit réalisable. Ils reçoivent de l'argent soit par les dons des gens ou des organismes. Notre musée du cinéma aura besoin de 1,5 million de dollars par année, mais le ministère de la Culture ne peut pas les aider car il manque d'argent dans les finances des fonds publics. L'ancienne ministre avait mis sur glace un projet pour que la Cinémathèque puisse recevoir les fonds nécessaires, mais le projet n'a jamais vu le jour et ne verra probablement jamais le jour. Heureusement, la SEDEC, la Société de développement des entreprises culturelles, aide beaucoup le patrimoine et la Cinémathèque financièrement. Vous pouvez aussi devenir mécène et donner des fonds n'importe quand pour aider la Cinémathèque à réaliser plusieurs beaux projets. Bref, la Cinémathèque est un grand musée du cinéma d'ici et d'ailleurs. Elle nous permet d'en apprendre plus sur l'univers du 7e art. Je vous invite, si vous êtes de passage à Montréal, d'aller la visiter. Il y a plusieurs activités gratuites et instructives. Restez avec moi, on se revoit après la pause avec un classique à ne pas manquer et un film québécois à voir cette année. Une nouvelle émission sur la chaîne Télé-Québec mettant en vedette Sarah, Catherine et Malika. Des filles spontanées, drôles et énergiques dans l'émission Single Ladies diffusée sur la chaîne Télé-Québec à 18h30 tous les vendredis. C'est un rendez-vous. Cette semaine, dans la capsule de Classique la semaine, je vais vous parler d'un événement à ne pas manquer. C'est un événement que les cinéphiles attendent patiemment. Cet événement récompense nos artistes pour leur talent et leurs efforts. One more chance, one more try, one more dance, one more round. I'm gonna make it. Et oui, je vais vous parler de la soirée des Jutras. Some days you think you can't keep a dream alive. Est-il possible de faire une émission culturelle sur le cinéma québécois sans parler de la soirée des Jutras? La récompense par excellence au Québec pour les productions cinématographiques. Les artistes peuvent être nominés dans 23 catégories bien différentes. Meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur costume, meilleur son, etc. Voici les exemples de grands récipiendaires. Karine Vanasse, Xavier Dolan, Julien Poulain, Jean-Marc Vallée et Michel Côté. Et oui, chaque année, nos artistes montent sur la scène du Théâtre Saint-Denis, le Théâtre Maisonneuve, le Monument National ou la salle Pierre-Mercure pour recevoir leur prix Jutra. Je suis présentement sur la scène du Monument National où nos artistes vont monter sur scène cette année pour recevoir leur prix Jutra. Maintenant, d'où vient le nom de cet événement? Il a été donné en l'honneur de Claude Jutras, qui est né en 1930. Malheureusement, il est décédé en 1986 à l'âge de 56 ans. Claude a été un grand réalisateur, acteur, monteur, directeur de la photographie et producteur québécois. Il est aussi une des personnes à avoir eu la plus grande influence sur le cinéma au Québec. Il a fait et joué dans plusieurs films, tels que Bonheur d'occasion en tant qu'acteur, Kamouraska comme réalisateur ou Mon oncle Antoine comme monteur. Il a fait réaliser plusieurs autres films. C'est pas pour rien qu'on a donné son nom au gala. À lui tout seul, il aurait pu être nominé dans presque toutes les catégories en compétition. Saviez-vous que la soirée des Jutras a pour ancêtre le prix Claude Lécuyer? Ce prix a été créé en 1987 par les Rendez-vous du cinéma québécois, qui, eux, existent depuis 1982. Ils sont un des vecteurs les plus importants pour la production cinématographique au Québec. Ils ont créé le prix Claude Lécuyer dans le but de célébrer le cinéma d'ici durant 10 jours. La soirée des Jutras est un peu différente car elle dure uniquement une soirée. Mais les deux ont le même but, honorer le cinéma d'ici.
peut voir la soirée des Jutras officiellement de 1999 à 2002 sur la chaîne TVA. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, le diffuseur officiel est ici Radio-Canada. Un petit plus pour votre culture. Le Trophée des Jutras a été fait en 1999 par Charles Daudelin, un pionnier de la sculpture moderne au Québec. En terminant, la soirée des Jutras a lieu à chaque année à une date différente, mais toujours au mois de février ou au mois de mars. Cette année, la 16e édition de la soirée des Jutras aura lieu le dimanche 23 mars au Monument national à Montréal. Les animateurs seront l'animatrice Pénélope McQuay et l'humoriste Laurent Paquin. Cette soirée sera remplie de surprises et de beaux moments. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous procurer un billet pour le gala à un prix de 275 $. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Radio-Canada, la section des Jutras. Ou vous pouvez simplement l'écouter en direct le dimanche 23 mars à 19h30 sur la chaîne ici Radio-Canada. Les Jutras, c'est un classique à ne pas manquer. La capsule Quoi de neuf à voir cette semaine est essentielle. Cela me permettra de vous présenter un chef-d'œuvre du cinéma produit cette année. Le film que j'ai choisi de vous présenter est Gabriel. Il a été réalisé par Louise Archambault et produit par le studio Microscope. Commençons par une courte bio de cette nouvelle figure marquante du cinéma québécois qui va comme suit. Louise Archambault a gradué de l'école Concordia en cinéma. Elle a fait plusieurs courts-métrages, dont Atomic Sake en 1999. Elle a même gagné un prix Jutra pour le meilleur court-métrage. Elle est aussi scénariste et productrice québécoise. Son premier opus, Familia, a été créé en 2005 et grâce à celui-ci, elle a remporté le prix Génie pour le meilleur film. Gabriel est donc son deuxième long métrage. Il a également gagné plusieurs prix avec ce film, tels que le Jutra de la meilleure réalisation et le Jutra de meilleure production. Elle a aussi gagné plusieurs prix dans divers festivals au Québec et au Canada. Mais le talent de son film ne s'arrête pas là. Elle a même connu des succès en France, en Belgique et en Suisse. Tous ces films portent sur des sujets tabous qui existent dans notre société québécoise, mais que la population préfère souvent ignorer. Le film Gabriel est dans la même perspective. C'est l'histoire d'une femme avec un handicap intellectuel qui vit dans une résidence. Elle et son ami Martin, qui lui aussi est atteint d'un handicap intellectuel, se sont rencontrés à la Chorale des Muses de Montréal et ils deviennent de plus en plus amoureux. Gabriel, de son côté, rêve de vivre son histoire d'amour avec Martin, comme tous les adultes normaux, mais surtout, elle rêve d'être indépendante. Sa grande sœur Sophie, jouée par Mélissa Desormeaux-Poulain, l'encourage car elle croit que Gabriel est assez mature pour être autonome. Sophie doit aussi lui apprendre qu'elle part en Inde car elle aussi veut vivre avec son amoureux. Les deux histoires en parallèle ont en commun la recherche de l'indépendance. Maintenant, ma critique sur le film. Premièrement, dans l'ensemble, le film de notre chère Louise Archambault est très bon. Il n'y a aucun aspect vraiment raté. Le film est un hymne au bonheur, selon moi. Il nous incite à réfléchir à propos de plusieurs sujets. L'histoire est bien. Elle est simple et réaliste, ce qui convient bien aux acteurs qui sont atteints d'un handicap dans le film. Il aurait été peu crédible que l'histoire renferme une complexité émotive alors que les personnages sont limités dans leur capacité intellectuelle.
La simplicité de l'histoire nous permet aussi de mieux comprendre les thèmes. Tout au long du film, on peut voir l'évolution de cette amitié qui devient un amour, jusqu'au moment où ils veulent avoir des relations sexuelles, tout comme les gens normaux. Il n'y a pas de scène explicite, les scènes où il y a des rapprochements sont faits de manière artistique et non vulgaire. On parle rarement de la sexualité des personnes handicapées, mais il faut en parler car dans notre société, c'est présent. Au Québec, heureusement, il y a de plus en plus de films ou émissions de télévision qui mettent en vedette des personnes atteintes d'un handicap, telle Unité 9 avec la fille de Martin Despins ou encore Jérémy, le fils de Solange dans l'émission Destinée. L'aspect qui fait de ce film une petite merveille, ce sont les personnages. L'innocence et la pureté de Gabrielle Marion Savard, l'interprète de Gabrielle, rend le film magique. Bien que de choisir des acteurs atteints d'un handicap prend beaucoup plus de temps pour le tournage et engendre des difficultés dans l'apprentissage des textes, car oui, la majeure partie des acteurs étaient réellement atteints d'un handicap quelconque, on peut voir que ça vaut la peine car les personnages sont joués de manière juste. Bref, je vous conseille fortement de regarder ce film, même si ce n'est pas votre genre de cinéma, car il est très touchant et nous permet de réfléchir. Selon moi, il nous fait tomber en amour avec leur histoire. Je donne à ce film 4 étoiles et demie pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Et oui, me revoilà, cette fois avec une capsule plus sérieuse, la lecture. Cette semaine, le Quoi de neuf à lire est directement relié avec le thème de l'émission, le cinéma québécois. Le livre saura capter l'attention des cinéphiles passionnés avec ses textes intelligents et les gens qui aiment le cinéma avec son iconographie impressionnante. La critique portera sur le livre Les images que nous sommes, 60 ans de cinéma québécois, écrit par Serge Bouchard, publié par les Éditions de l'Homme. Il est sorti le 18 novembre 2013 à la demande de l'organisme Éléphant, car il voudrait rendre hommage à notre cinéma lors de leur 5e anniversaire. L'organisme Éléphant, dirigé par Québecor en collaboration avec la Cinémathèque, veut répertorier, restaurer, numériser et diffuser à travers le monde une grande quantité de films québécois. On peut se procurer ce petit chef-d'œuvre au prix de 39,95 $. Maintenant, un court résumé du livre. Depuis le début du cinéma au Québec, en 1940, les gens sont souvent à la quête de réponses. Ils veulent voir à l'écran ce qu'ils vivent. Ils veulent se sentir supportés dans leur mal de vivre et ils veulent vaincre leurs complexes. Depuis ses débuts, le cinéma n'a pas cessé d'évoluer. Serge Bouchard, tout au long de son ouvrage, nous présente le cinéma d'ici de 1940 à 2000 grâce à des images fortes et marquantes pour mettre en relation notre histoire et l'évolution du cinéma. Le livre s'adresse autant aux cinéphiles qu'aux gens qui veulent simplement s'informer sur notre cinéma. Pourquoi? À cause des textes. Les textes sont costauds, car veut pas, ils ont été écrits par un anthropologue. Donc les cinéphiles seront ravis de l'opinion éclairée et bien justifiée de Serge Bouchard. Vous pourrez voir l'évolution du cinéma grâce à plusieurs parallèles intéressants. Si vous ne voulez pas vous attaquer à une lecture trop sérieuse, mais vous voulez tout de même en apprendre, vous pouvez regarder le chapitre qui vous intéresse et aller le lire. Ou si vous feuilletez le livre, vous pourriez tomber sur une image qui vous frappe. Vous pourrez donc consulter la légende et lire le paragraphe qui vous intéresse davantage. Ce qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est que le livre est historique et intéressant. J'ai vraiment aimé voir l'évolution de notre humour depuis 60 ans à travers le cinéma.
Cela m'a permis de voir et de confirmer qu'effectivement le Québec a un humour unique que l'on retrouve nulle part dans le monde. Voici un petit extrait de notre humour en 1974. Si il peut y se péter la fiole à mon goût, moi je commence à être écœurée des Mongols. On voit avec l'extrait que notre vocabulaire a peu changé, mais il a tout de même évolué dans nos films en 2010. Je ne suis pas la seule à trouver que ce livre peut plaire à tout le monde. Marc Cassivi du journal La Presse en a même fait un article. Il a dit que c'est un chef-d'œuvre pour notre cinéma. Ensuite, à l'émission Divine Tentation, l'animatrice Danielle Grenier a ici Radio-Canada a rencontré Serge Bouchard et elle a affirmé que le livre était intéressant. Juste avant de terminer, le livre comporte beaucoup d'images, ce qui selon moi donne tout son charme à cette œuvre. Car comment représenter le cinéma sans le montrer? Et en plus, une image vaut 1000 mots. Bref, un livre à lire ou simplement à déguster des yeux une fois dans votre vie, car dans 20 ans, ce sera un classique. Ça vous permet d'en apprendre de manière stimulante et pour une fois un livre d'histoire qui ne nous endort pas, mais qui au contraire pique notre curiosité de lecteur et nous pousse même à passer du papier à la pellicule. C'est donc un livre qui fait mouche puisqu'il réussit à enrichir notre regard sur le cinéma d'ici. Bravo aux créateurs! Cette semaine, en entrevue, on reçoit le jeune comédien en devenir Jean-François Leblanc-Poirier. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette personne? La raison est simple. Beaucoup veulent devenir acteurs, mais si peu savent comment. En prenant le parcours de Jean-François, je peux vous montrer une façon que vous pouvez devenir. Mais comme vous savez, il y a 1001 façons d'atteindre ses rêves. Jean-François, lui, a choisi le profil théâtre du programme Arts et Lettres au collégial préuniversitaire Nouvelle-Frontière. Salut JS! Salut! Je suis contente de te rencontrer. Oui, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours de théâtre. Pourquoi ou comment t'es venu l'idée de devenir un acteur? Avant de commencer mon cégep, j'avais absolument aucune idée en quoi je m'en allais. Je m'en allais pas au cégep au début. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait le programme de théâtre à faire à Nouvelle-Frontière. J'ai décidé d'aller faire élève d'un jour et d'observer les cours, comment c'était. J'ai vraiment eu un coup de cœur, surtout pour les cours de mythologie. C'est quelque chose qui me passionne, puis c'est une des choses qui est venue le plus me chercher dans mes journées d'élève d'un jour. Maintenant, Jean-François, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours pour arriver à la pièce de théâtre finale? Oui. Dans le fond, je vais vous expliquer le parcours qu'on fait depuis le début de la session. On a commencé, notre première étape, c'est surtout le travail de table. Donc, le travail de table, ça consiste à recevoir la pièce, recevoir nos rôles, lire la pièce une première fois pour voir nos personnages, à quoi ils ressemblent et tout ça. Par la suite, on reçoit de l'information sur l'auteur, sur la pièce et sur le contexte aussi, voir comment ça se passe, la vie des personnages, en apprendre plus sur la pièce pour connaître les intentions. Par la suite, dans le travail de table, ça commence par, on fait une lecture au complet, voir en combien de temps la pièce se fait, en combien de temps qu'on la lit, s'il y a des accrochages, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des termes, des expressions. Quand que le travail de table est terminé, qui dure environ 1 mois, on se lance sur le premier tour de détail. Deuxième tour de détail, on est censé connaître tout le texte par cœur. Ensuite, et c'est là que les enchaînements commencent aussi, pour voir si tout fit bien, les entrées, les sorties, tout ça. Et pour terminer, c'est le troisième tour de détail, que là, c'est pas mal la pratique générale, avec les costumes et tous les derniers détails qui restent à faire avant les représentations. Depuis tantôt, on parle d'une pièce de théâtre, mais c'est quoi votre pièce de théâtre que vous allez présenter? Notre pièce de théâtre qu'on va présenter, ça s'appelle Britannicus Now. C'est une pièce de Marilyn Perrault. Elle a pas repris, mais je dirais c'est inspiré de la pièce Britannicus de Racine. Elle a repris la cour royale de Louis XIV et elle l'a insérée dans la cour d'école 2014.
C'est une pièce qui traite d'intimidation dans un collège privé pour filles, au secondaire. Donc, au travers de la pièce, on peut voir des sentiments, on peut ressentir des émotions fortes, des émotions tendres. En général, c'est ça. Je peux pas en dire plus, sinon ça va dévoiler des punchs. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, c'est quand qu'on peut aller voir votre pièce de théâtre? La pièce sera présentée du 30 avril au 3 mai à l'espace René Provost. Merci Jean-François. De rien. Donc, en terminant, est-ce que tu as des trucs pratico-pratiques pour les gens qui aimeraient ça devenir acteur plus tard? Avoir une bonne diction. On va se dire que c'est juste un deck en théâtre, c'est pas si difficile. Oui, c'est très difficile, je vous dirais. Si vous pratiquez pas dans la classe, c'est à l'extérieur. C'est bonne chance pour passer. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On apprend de nos erreurs, on apprend en pratiquant, on apprend sur le plancher. Merci Jean-François. Ça fait plaisir. La rencontre avec Jean-François était vraiment intéressante. Comme vous avez pu voir, tous les chemins mènent à Rome. Vous n'êtes pas obligé d'étudier en théâtre ou en cinéma pour devenir acteur. Vous pouvez autant étudier en ce que vous voulez. Ce que ça prend, c'est de la passion et de la polyvalence. Si vous voulez apprendre, vous pouvez être le prochain Claude Legault, Karine Barnas, Anne Dorval, Xavier Dolan. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la passion. Vous pouvez aller étudier dans les écoles de cinéma, de télévision, de radio, d'animation ou tout simplement être chanceux. Donc, à la semaine prochaine. L'émission tire à sa fin. Ce qu'on doit comprendre, c'est que notre Québec est rempli de richesses artistiques. Le cinéma connaît une grande envolée. Je vous conseille d'écouter un de nos films. Il y en a de tout genre. Des histoires vraies avec Aurore enfant martyr, de l'action avec De Père en flic, des histoires d'amour telles que Séraphin, Un homme et son péché, ou même des histoires pour enfants avec Le coq de Sainte-Victoire. Des films à controverse tels que Crazy, vieux ou nouveau, vous devez voir un de nos films. On se revoit la semaine prochaine avec l'humour au Québec.